Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. C'est le premier bloc version Before. C'est votre rendez-vous du vendredi à 18h, première diffusion, 20h, deuxième diffusion. Nous allons traiter encore une fois aujourd'hui de l'actualité de la semaine. Et vous le savez, l'actualité, c'est avant tout le championnat du monde junior et la Coupe Spengler. Et aujourd'hui, dispositif encore un peu particulier. Ce sont les fêtes de fin d'année. Certains sont encore en train de récupérer, d'autres sont partis à l'étranger, d'autres en vacances, voire sur les pistes de ski grisonnent. Résultat, on va retrouver, je parle de Christian Ponty, bien sûr. Nous, on le voit parce qu'on a une liaison vidéo, donc je peux vous dire qu'il est en pleine forme. Bonjour, ou plutôt bonsoir, Christian Ponty. Bonsoir les amis. En fait, j'ai la chance d'être à Davos, parce qu'il y a du hockey, puis la station transpire le hockey, alors c'est le cas de le dire. J'ai pu le vérifier parce que je suis allé au patinage public et jouer au hockey. D'ailleurs, je joue surtout avec le frère de Yann Billetter, le commentateur de Davos. On a fait des matchs et c'est ça qui est incroyable. Laurent, t'adorerais, tu connais déjà, mais t'adorerais. Vraiment, t'arrives, les gamins, ils posent des cannes, mais il y a des adultes avec. Et on a joué 2 heures au hockey, ça m'est plus arrivé depuis... depuis l'illustre. C'est vraiment cool. C'est vrai que Billetter à Davos, il est à la maison. En tout cas, vous avez bonne mine et ça, je peux en témoigner. Ça lui fait du bien, l'air grison. Laurent Perroton. Bonsoir, Laurent. Bonsoir. Ouais, il est éblouissant. Il est éblouissant. Et dire qu'il va devoir retourner à notre fameuse table du tête de course tout près de la gare de Nyon pour l'enregistrement et pour la diffusion de cette émission très bientôt. Voilà, bien. Alors Laurent, comme je l'ai dit en intro tout à l'heure, beaucoup de hockey sur glace, mais des compétitions différentes de celles qu'on a l'habitude de traiter dans cette émission, puisqu'on parle d'abord de National League. Et bien là, il y a la Coupe Spengler, il y a le championnat du monde junior. Ce sont 2 axes importants. On va les évoquer les deux. On va commencer par quoi ? On va commencer par la Spengler, mais j'avais noté les championnats du monde. Juste revenir un petit peu sur la cohérence des matchs de suspension pour Cadeno, Sekac et Abdelkader. Parler un peu du Lausanne Hockey Club encore avec Panic et Kellins. Et finir avec Tom Ernest et puis Connor Hughes, avec Lening, Connor Hughes par rapport à la Spengler. Donc on va traiter tout ça durant cette émission. Alors on y va, on va y aller. J'imagine que ce sont un peu les mêmes sujets qui auraient accaparé votre attention, Christian Ponty, parce que c'est vrai que l'actualité, ça s'est limité à ça cette semaine. Ouais, à fond, on peut dire ça. D'ailleurs, ce qui est intéressant, il a parlé de Connor Hughes, et encore une fois, dans un tournoi comme ça, l'importance des gardiens. Moi, j'ai eu la chance d'assister aux entraînements, notamment de Sparta Prague, et j'ai pu voir Jan Kovar à l'entraînement. Alors, il est déjà impressionnant au match, mais alors à l'entraînement, en fait, c'est étonnant parce que il est grand, il est massif, mais il est félin, et surtout pour venir par rapport au match que j'ai vu contre Davos, où le pauvre Gilsen a été vraiment maltraité, il n'y a pas d'autre mot. Alors, il n'a pas été bon, mais de l'autre côté, l'équipe n'a pas été avec lui. Puis de l'autre côté, il y avait Jan Kovar et on a vu le Jan Kovar de Zurich, impressionnant. Vraiment, le gars, il est calme, il est posé. On avait l'impression que Davos pouvait pas marquer. Et de l'autre côté, ça rentrait, mais vraiment facilement. C'est horrible à dire. Et d'ailleurs, j'ai discuté avec des gens de Davos. C'était intéressant de voir aussi. Il y en a pas mal qui étaient pas d'accord avec le coaching, qui disaient que finalement ils auraient dû au bout de 5-6 goals le sortir parce que le pauvre il était détruit à la fin du match. Et alors franchement, sur un tournoi comme ça, l'alternance des gardiens, je pense que c'est encore pire que pour le championnat suisse. Faut vraiment les gérer. Et je pense que Eschliman est très fort, mais malheureusement pour Davos, il faudrait pas qu'il se blesse en championnat parce que
parce que Gilson, pour l'instant, c'est pas l'assurance tout risque. Alors voilà, écoutez, c'est peut-être la première thématique qu'on peut encore compléter, peut-être Laurent, c'est effectivement ces gardiens à Davos. C'était un des grands sujets d'ailleurs, Connor Hughes, Schliemann, effectivement, qui est aujourd'hui peut-être un peu l'arbre parfois qui cache la forêt davosienne. Si on regarde un petit peu toutes les équipes, la Team Canada, Helsinki, Örebro, Ambri Piotta, Davos, Sparta Prague, déjà, si on part par contingent, les quatre demi-finalistes, c'est des gars qui ont alterné les gardiens, puis qui ont des gardiens qui ont performé, et puis surtout qui ont des défenseurs de bon niveau avec une bonne première relance, qui gagnent leur duel et qui ont une très bonne première passe. Et lorsque on voit un petit peu les équipes éliminées, ça part de là. Si on commence par exemple avec le Team Canada, on va parler de chaque équipe, mais on commence avec le Team Canada. Moi, ce qui m'a un petit peu choqué, c'est le contingent en qualité du Team Canada. Je vous parle juste des défenseurs. Je vais vous dire les noms: Paquette, Baudin, Grégoire, Brooks, Connaughton, Kalniuk et Leduc. En fait, toute l'American Hockey League plus sa joie. Voilà. Alors, l'American Hockey League sur une patinoire 60-30, c'est la patauger. Je les ai trouvés très faibles défensivement, un petit peu idiots dans les pénalités et la qualité des premières passes. Parce que si on compare un petit peu à l'attaque, il y a vraiment une grosse différence. Et puis quand on voit qu'on a eu un problème avec Di Pietro avec son équipement, donc Connor Hughes et Hutchinson ont joué les matchs. Hutchinson a été élu meilleur gardien du Team Canada sur l'ensemble du tournoi et je l'ai trouvé vraiment très très moyen. Donc voilà, c'est une des raisons pour l'élimination. Après, j'ai trouvé une équipe reconstruite finalement parce qu'ils ne se connaissent pas, mais pas une grosse ambiance, on sentait des tensions. Et j'ai pensé, on a eu Christian Dubé à l'interview, je l'ai pensé très très fort à lui. Notre ami Di Domenico marque un goal exceptionnel et une minute après il prend une pénalité. Alors évidemment on marque intenable, on marque dans la cage vide après, mais si jamais il rate la cage, on peut avoir encore une dernière attaque et puis peut-être marquer, égaliser et puis se requalifier pour les demi-finales. Et du coup c'est vraiment un joueur qui peut aussi faire perdre des matchs, et là l'attitude de Di Domenico sur la fin a pas été bonne. Après, pour finir avec le Canada, ce que j'ai trouvé, c'est que des joueurs très bons en championnat, comme DeVos, Hang, ont été en grande difficulté sur l'aspect physique. Parce que mieux entouré que d'habitude, peut-être. Mieux entouré, donc moins de leadership, mais surtout contre les équipes scandinaves, ou Sparta Prague qui a une puissance physique exceptionnelle. Ils ont été leur manque de patinage pour DeVos, et puis peut-être le manque d'expérience ou le manque de qualité physique dans les duels pour Hang a amené ces joueurs à moins performer. Et moi, vraiment impressionné par la qualité des Scandinaves sur le jeu défensif et l'intelligence tactique. Confirmation, vous qui êtes sur place, Christian, c'est exactement ça. Oui, alors exact. Alors moi, déjà, c'est marrant parce que j'allais parler de la même chose par rapport à Dido. C'est-à-dire, moi, je me suis dit, pour un coach, c'est la tentation du diable. Dido, il met de l'émotion, il est intense, mais le problème, c'est qu'il crée toujours quelque chose. Le problème, c'est qu'il mange du temps de glace, et en mangeant du temps de glace, il en enlève aux autres. Et puis, le truc aussi, c'est qu'à force d'en manger, il est crevé, et tout d'un coup, il est tellement intense, il est toujours à la limite et il prend des pénalités. Et moi, j'ai beaucoup repensé à ce que Dubé nous a dit. Il a dit, j'ai eu mes combats avec lui. Et franchement, j'ai trouvé, comme disait Laurent, le coaching canadien limite naïf. Parce que tu peux pas gagner un tournoi en alignant tout le temps les mêmes joueurs, c'est impossible. Et puis, du coup, Dido, voilà quoi, il met un goal exceptionnel, mais le Canada perd. Et je pense que lui, c'est une sorte de problème insoluble si t'as pas un énorme caractère pour lui dire non, de temps en temps tu le benches, parce que le problème c'est qu'il est demandant, et le problème c'est comme il amène toujours quelque chose, c'est hyper tentant de le mettre tout le temps sur la glace. C'est pour ça que je dis que c'est un peu la tentation du diable. Ça me fait penser un petit peu à l'époque pour les très anciens Réal Vincent. Il jouait trop, beaucoup, incroyablement et pas bien, enfin tout était mélangé. Et le problème c'est qu'il prend tellement de place qu'il y a des gars comme Hank qui sont très bons en championnat suisse. Au bout d'un moment, ils étaient sur le banc, ils étaient froids, ils jouaient plus. Et, il a surutilisé. Moi je trouve que le coaching canadien, ça me fait quand même un peu sourire parce que j'ai l'impression qu'ils pensent toujours que parce que les gars ils mettent le maillot à feuille d'érable, ils vont être bons. Ça suffit plus. 18 joueurs de 18 équipes différentes.
On peut pas arriver à la one again en espérant un résultat, j'y crois pas. Plus. Alors justement, c'est ce que j'allais dire. L'échec du Canada hier a eu des répercussions outre-Atlantique, ça c'est clair, parce que s'il y a un tournoi que l'on connaît en Amérique du Nord, peut-être le seul même tournoi qui se dispute en Europe et qu'on connaît en Amérique du Nord et qu'on considère même parfois plus important même qu'un championnat du monde, c'est bien la Coupe Spengler. Or, pour la première fois de son histoire, donc depuis que le Canada participe à la Coupe Spengler en 1984, c'est la première fois que le Canada enregistre 3 défaites, pardon. C'est donc la première fois aussi qu'il ne se retrouve pas dans le dernier carré. Et ça, c'est quelque chose qui passe mal là-bas. Est-ce que ça pourrait remettre en cause, non pas la participation du Team Canada à la Coupe Spengler, parce que je pense qu'on tient beaucoup à cette tradition. La saison prochaine, c'est la 95e édition. Mais par contre, peut-être que l'on va recommencer à retrouver des équipes qui sont un petit peu moins suisses, entre guillemets, à l'avenir. Des modules Mais pas seulement à HL, parce qu'on a vu ce que ça a donné, sur ce que vous disiez tout à l'heure. Des modules de sélection différentes. Mais c'est vrai que si on regarde le contingent et la qualité des étrangers, enfin des joueurs qui jouent en Suisse, il y a Ekin et Connolly qui ont fait le job, qui ont très très bien joué. Après, Séville, on l'a vraiment pas beaucoup vu. J'ai trouvé que c'était vraiment Daniel Carr, pareil. Ennis, il a vraiment eu des difficultés dans l'impact physique. Desharnais et Winnick, je les ai trouvés très très fatigués, moi. Je les ai trouvés très très fatigués. Donc du coup, si t'as qu'un trio qui marche bien et puis il l'a surutilisé, c'est difficile. Et puis derrière, je le dis, et si t'as pas dans un tournoi comme ça, un gros gardien et puis des défenseurs qui gagnent les duels, qui prennent pas des mauvaises pénalités et la qualité de la première passe, parce que plusieurs fois il y avait des transitions rapides à faire et la passe elle arrivait à 2 mètres de la canne, donc icing. Donc c'est clair que les joueurs, les attaquants canadiens se sont beaucoup frustrés par rapport à la différence en niveau entre la défensive et l'offensive. Et du coup, ça a amené des mauvaises pénalités. Ouais, en tout cas, cette Coupe Spengler aura été aussi celle des surprises et parfois même des bonnes surprises, et puis aussi celle de certaines remises en question. On peut peut-être parler. J'aimerais qu'on parle de Davos pendant quelques instants maintenant, parce que Davos, à l'instar du Team Canada, a failli connaître l'élimination. Ça s'est joué quand même sur pas grand-chose. Alors, que faut-il penser de ce Davos-là ? Alors après, Christian est sur place, mais moi ce que j'ai observé, c'est que il y a un premier bloc évidemment en bulle avec Corvi et puis Stransky qui tourne très très bien. Leur premier powerplay, on rajoute à la ligne bleue Egli et puis évidemment Vizère dans le slot, ce qui a fait la différence. Après les recrues. Comme Michaelis, on les voit moins. Et c'est par rapport à Ambry Piotta, si on compare les deux équipes, le recrutement qui a été fait pour Spengler, pour l'instant, il est beaucoup plus efficace du côté d'Ambry que du côté de Davos. Et puis ce soir, on va voir les deux équipes vont jouer à domicile ce soir. Ça va être un immense match. Mais vraiment, si Davos veut aller plus loin dans la compétition, Ashliman fait le job. C'est vraiment la qualité des importés qui ont été amenés à cette équipe. Et évidemment aussi la défensive où il y a des grosses erreurs, par exemple l'égalisation, le 2-2, la Fora sur une sortie de zone contrôlée, il fait une passe hallucinante et ça amène le 2-2. Donc vraiment essayer de limiter les erreurs et puis d'avoir plus de production offensive sur les autres trios. Moi, il y a quelque chose, je vous cède la parole tout de suite, Christian Ponty, mais il y a quelque chose qui m'a frappé avec ce HC Davos de cette année, c'est qu'on sent dans l'esprit de certains joueurs, à l'exemple de Stransky, avoir leur comportement justement et leur joie lorsque ça se passe bien pour leur équipe. On sent que c'est quand même beaucoup plus qu'un tournoi amical. Ah non, mais c'est très important. Et puis on rappelle, si on est vraiment sincère, que le coaching staff, en cas de bonne Spengler, aura sans doute un contrat à la clé. Alors justement, ça on en parlera après. Je vous écoute d'abord, Christian Ponty, votre avis sur place. Alors, moi, déjà, je trouve que Davos, ce qui m'a frappé hier, c'est que, hier et pas seulement hier, c'est qu'il s'appuie quand même sur les Davosiens. Ce qui fonctionne bien, c'est quand même ce qui fonctionne en championnat, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les autres équipes. Moi, j'ai trouvé Ashliman XXL incroyable, et pour moi, c'est le symbole fort aussi pour les gardiens pour la Suisse. Ashliman, c'est quelqu'un qui a vraiment les épaules solides et qui a un gros mental, et hier, c'était très important. Après, un super blue liner et Egli juste taille patron, et en fait, c'est pas anodin non plus, parce que si on regarde, au niveau de la légion étrangère, il y a des gars qui savent jouer les powerplay, mais vraiment Egli, il prend toute la place, je trouve. Après, les valeurs sûres, c'est Corvi, Vizère, Ambul et Stransky, mais je dirais qu'il gagne un peu grâce à ça. Et moi, ce qui m'inquiète,
et peut-être qu'ils vont le payer ce soir, c'est que j'ai trouvé que Vollenwijn tourne quand même un peu beaucoup avec les mêmes joueurs. Et puis ça, sur un tournoi qui est aussi intense et avec un match quasiment tous les soirs, moi je vois ce soir Ambry, parce que je pense qu'eux ils sont euphoriques, vraiment, ils veulent. Hein. Et en plus, alors je vous parle même pas de l'ambiance, alors j'ai pensé à Mika l'autre jour quand il me disait que les plus grosses émotions c'était à la Spengler. La Montanara, j'y étais, je vous jure, ça n'a rien à envier à Liverpool avec You Never Walk Alone, c'est un truc de fou. Alors, je pense que je comprends aussi mieux pourquoi Vollenwijn est contesté, parce que déjà, au niveau du coaching, moi je suis pas toujours d'accord avec ses choix, et puis je dirais qu'il a un petit peu coaché à la panique par moment. Et puis après, quand même préciser une chose. Voilà quoi. J'ai un frère, comme vous le savez, qui regarde les matchs en République dominicaine. Il m'a envoyé un message et je venais de dire exactement la même chose. Il disait, mais c'est incroyable. Tu regardes un boule en image. Non seulement il joue comme il y a 10 ans en arrière, mais on dirait qu'il a 10 ans de moins. C'est un truc de fou. Et le gars, il est là tout le temps. Donc il l'économise jamais. Hein. C'est un truc de fou. Et pour moi, je pense que lui là, tant qu'il est là, il arrivera avec des bonnes choses du côté de Davos. Et l'accolade à la fin du match entre Humbul et Ralf Kruger avait quelque chose d'assez prenant, parce que les deux hommes ont quand même vécu des choses grandioses. Magnifique, je pense particulièrement à Turin, évidemment. Bien sûr. Et voilà. Enfin, la Coupe Spengler, elle exacerbe un peu tous les sentiments. Kruger, il a vieilli. Il a vieilli. Humbul, il a toujours la même tête. Juste. Et puis juste rajouter quand même que ça joue à Davos, ça joue avec 9 étrangers, 2 en défense et 7 à l'attaque. Donc c'est clair que sur le papier, en termes de talent pur, il y a du talent, mais il faut que les autres trios arrivent à trouver leur place. Alors je reviens sur un truc qu'a dit Christian il y a quelques instants, c'est la grande utilisation des mêmes joueurs par Christian Vollenwijn. C'est peut-être justement lié aux circonstances. Vollenwijn sait qu'il joue peut-être son avenir en partie durant cette Coupe Spengler. Le président Domenech a dit qu'une décision serait prise à son sujet à la mi-janvier, donc juste après la Coupe Spengler, et sans doute voir si Davos tombe dans ce fameux trou ou pas après la Coupe Spengler. Alors j'en profite, vous me permettrez de faire ce petit aparté pour dire que vous pourrez découvrir sans doute dans le courant de la journée sur le site planethockey.com quelques news qui avaient évidemment été réalisées avant notre panne technique qui a duré longtemps, très longtemps, trop longtemps bien sûr, et tout au long de la journée on va essayer de remettre à jour petit à petit le site qui a beaucoup souffert. Vous comprendrez peut-être le message à demi-mot, mais on appelle ça la rançon de la gloire, puisque nous avons eu quelques ennuis techniques et il a fallu donc trouver des solutions. On les a maintenant, mais alors justement, je m'étais fendu d'un papier et le papier, en gros, le titre, c'était est-ce que Vollenwijn joue sa place à l'occasion du match d'hier. Exactement. Avec s'il s'était pas qualifié pour les demi-finales, est-ce que finalement le cas Vollenwijn aurait été réglé? Peut-être que oui, en fait. Hein. Moi, je pense que oui. Et je pense que le coaching, il est lié à la pression. On l'a vu extrêmement agacé par moments. Je l'ai beaucoup observé. Il parlait beaucoup avec son assistant, avec Métropolite, qui le calmait pas mal. On se parlait dans les oreilles, mais on sentait beaucoup de pression. Et clair qu'on l'a vu à la fin, il a pris Humbul dans les bras et c'était vraiment ouf de soulagement. Et aujourd'hui, ils ont rien à perdre contre Ambry. C'est clair que, comme disait Christian, ils sont sur les faveurs du pronostic parce que tout a marché pour eux. Justement, des fois, quand tu as perdu des matchs ou quand tu as gagné difficilement sur un match capital à domicile, ça peut te transcender et te faire gagner. Donc, du coup, les signaux sont ouverts du côté de Davos et j'ai senti beaucoup de sérénité après le match parce que le coaching staff a été rassuré par cette victoire et surtout Vollenwijn par rapport à son cas personnel. La question, ça aurait été terrible pour Vollenwijn d'être finalement de voir son contrat non reconduit à Davos pour une défaite en Coupe Spengler face à Helsinki, quoi. C'est un peu ça. En tout cas, c'était un peu ma réflexion. Ouais, absolument. Mais en fait, moi, je pense que oui. Je pense que, comme j'ai dit, hein, en plus, je me suis rendu compte en discutant avec des gens de Davos qu'il n'est pas hyper populaire, il n'est pas très aimé. Hein. Et l'autre chose, je pense que hier, là, il peut remercier son premier powerplay, là, Egli Corvi-Vizer, Humbul, parce qu'il lui sauve la peau. Je pense que, clairement, parce que si sur le 2+2, il marque pas, parce que le seul truc qui marchait hier, c'est le powerplay, et il s'en sort de nouveau. C'est pour ça que je parlais des joueurs du club. Parce que je parlais tout à l'heure de Egli qui était un blue liner incroyable, parce qu'il joue beaucoup et il fait pas d'erreur, il est vraiment bon.
Par exemple, il y a un gars comme Lindgren qui tourne pas. Lindgren, le deuxième powerplay ne tourne pas. Ouais, voilà, pardon. Et du coup, c'est pour dire, je pense que pour l'instant, sa position tient à 5 joueurs. Et notamment Ambul, donc je pense que c'est pas Ambul, dans les bras, il en est conscient. Ambul et Vizère qui marquent des goals importants hier, des joueurs emblématiques du club. Et Schliemann dans les buts qui fait un gros travail. C'est ça que je voulais dire. Par rapport au match d'avant contre les Tchèques, quand ils perdent 9-2. Sparta Prague. Sparta Prague, excuse-moi. Franchement, honnêtement, ce qui s'est passé avec Gilsen, même moi, ça m'a. Moi, j'ai regardé le match avec des Davosiens. Les gens, ils avaient mal pour Gilsen. Et je pense que ce qu'il a fait là, ça se fait pas. Je pense que Laurent, tu l'aurais pas fait. Et moi non plus, je vais répondre à Christian. Je pense que c'est un lien par rapport à ce qu'a dit Philippe avant. C'est-à-dire que on a laissé Gilsen dans la cage pour opposer à Schliemann pour la Spengler et pour le début de championnat parce qu'il a beaucoup joué. Il a eu des matchs très moyens parce qu'il était très très fatigué. Il s'est plaint d'ailleurs de cela. Donc je pense qu'on l'a laissé dans la M. Bien évidemment, mais c'est surtout pour protéger Schliemann et préparer ce quart de finale. Mais très franchement également, quand on se prend 9-2 la veille, que peut faire un coach, Laurent Perreton, si ce n'est éventuellement changer le gardien, parce qu'il sait que de toute façon c'est son gardien numéro 1, c'était pas saine. Mais que voulez-vous changer dans l'équipe ? On peut changer, mais peut-être prendre une volée, ça aussi permet de faire de la vidéo, permet de remobiliser tout le monde, jouer avec l'orgueil pour aller gagner le match du quart de finale. Donc je pense qu'il a utilisé ça et il a laissé aller ce match-là pour justement énerver un peu tout le monde, mettre tout le monde avec un peu d'orgueil pour le match d'après, à mon avis. Alors, je vous rappelle que c'est le premier... Laurent, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Laurent, mais par contre, ce que j'ai pas aimé, c'était le langage corporel de Vollenwijk quand Sen, il prenait des buts. Parce qu'à un moment donné, c'était plus seulement lui, il était abandonné par sa défense. Oui, bien et sûr. Tu voyais qu'il était hyper agacé. Et ça, tu connais, le message que t'envoies, c'est genre... Maintenant, tu comprends pourquoi t'es pas titulaire en championnat. Exactement. Évidemment, mais ça c'est son côté un peu négatif à Volven. Oui. C'est des fois il peut être volubile et puis quand il aime pas quelqu'un, il le fait savoir et ça se voit dans son langage. Et ça, c'est un truc qui doit absolument changer. C'est pour ça c'est ce qu'on lui reproche à Davos au niveau des spectateurs. D'ailleurs, j'ai lu dernièrement une de ses interviews où il dit qu'il connaît un petit peu son problème de communication et qu'en fait, quand on le voit sur le banc, ce n'est pas le vrai Volven, il se retient du coup chasser le naturel, il revient au galop. Évidemment, et puis Métropolite, il le tient, il est à côté de lui, il le colle. Je pense qu'il doit avoir un taser dans le pantalon, comme ça il le calme quand il est un peu trop énervé, il lui met un coup d'électricité puis ça le calme. Alors j'allais dire tout à l'heure que je vous rappelle que nous sommes dans le premier bloc, mais c'est le Before. On va peut-être passer comme chat sur bois sur Örebro, juste comme un petit mot, et après on va quand même parler du Before qui est justement le match entre Davos et Ambry. Il faudra quand même qu'on parle d'Ambry. Deux mots sur Örebro. Je vous parlais d'Örebro, d'Helsinki et de Sparta. Bon, allons-y. Très rapidement, Örebro très très solide dans le management du puck justement et dans le jeu défensif. Et c'est-à-dire que lorsqu'il faut tenir un résultat, ils savent exactement, ils arrivent à changer de position, à garder le puck dans la zone offensive sans forcément créer de l'attaque, mais pour tuer du temps. Et défensivement, moi ce qui m'a vraiment impressionné sur les trois équipes là, c'est dans le duel, dans la qualité du duel, comme ils sont forts physiquement. C'est pas forcément tous des artistes, parce que les artistes ils sont tous en Amérique du Nord ou dans les gros championnats européens, mais par contre ils sont très 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 solides, beaucoup de mobilité et très forts dans les duels, et c'est pour ça qu'on a des étrangers notamment comme Michaelis qui souffrent énormément dans les duels. Et moi vraiment Örebro c'est ça. Helsinki c'est la même chose, mais avec beaucoup moins de talent quand même, beaucoup plus jeunes. On a vu des jeunes de 17 ans jouer, c'est vraiment magnifique de voir ça, et ça devrait être un exemple pour la Suisse. D'ailleurs, il y a un des jeunes défenseurs qui a été élu meilleur défenseur de son équipe. Et puis ensuite, du côté de Sparta, la qualité collective, ils se connaissent très très bien, c'est une équipe qui vit bien ensemble, et surtout la puissance dégagée, la vitesse d'exécution, l'intensité qu'ils ont mis durant le tournoi. Ils ont gagné quand même comme Team Canada, et puis ils ont mis une secouée à Davos. Donc moi j'en ai fait mes favoris maintenant sur la base des deux premiers matchs. Sur la base des deux premiers matchs. Après il y a l'ambiance, il y a autre chose, il y a d'autres paramètres qui vont rentrer ligne de compte. Sur la base des deux premiers matchs, moi je les mets pas favoris pour une chose, c'est qu'ils ont gagné trop facilement leurs deux matchs, et du coup ça c'est pas bon. Donc ça on verra, mais voilà, mais en tout cas un superbe tournoi, quel plaisir à voir ces matchs. Alors juste un dernier point,
un petit bémol, un petit carton jaune pour la RTS. Moi, non mais franchement, moi j'ai travaillé là, j'adore les journalistes et tout, mais on n'a plus de hockey à la RTS. On fait le tournoi à Fribourg, il n'y a pas de plateau. Hier, je veux voir les matchs. Il n'y a pas de commentateur. Il manquait un commentateur. Ouais, non, mais hier sur les matchs, ils sont pas diffusés. Ouais. Ils sont pas diffusés. Il y avait les sur Simpsons. le net, il n'y avait pas de commentateur. Ouais, et les Simpsons à 20h. Voilà, ouais, on est à la maison, on a fait les fêtes, un bon chocolat chaud, on aurait voulu voir. Donc moi, j'ai été voir sur la chaîne tessinoise et puis sur la Suisse allemande. Et moi, je suis allé voir sur Sport 1, chaîne allemande, c'est vous dire. Bah, sur la Suisse allemande avec tous les moyens techniques, pourtant c'est les mêmes chaînes. Il y a vraiment une différence. Donc là, il faut vraiment faire attention et essayer de remettre en avant le hockey sur cette chaîne-là parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires négatifs sur Twitter et c'est vraiment dommage parce que c'est une belle fête du hockey et puis ils ont peu de matchs à montrer et je crois qu'ils auraient dû mettre les moyens là. Allez, à vous Christian, votre petite analyse sur les autres équipes non suisses de cette Coupe Spengler. Alors, moi, où je suis d'accord sur un truc et en plus je les ai vus à l'entraînement. Moi, le Sparta Prague m'a fait une très grosse impression. C'est une équipe avec un jeu physique et ils sont très bons dans les bandes. Je précise aussi, les Tchèques ont gagné le premier match contre les Canadiens qui jouaient un hockey de rush et où ils étaient à fond dans les bandes. Et je les ai trouvés extrêmement sereins dans les bandes par rapport aux Canadiens qui avaient beaucoup d'énergie au premier match. Et moi, je pense que les Tchèques peuvent aller loin. Après, je dirais que Ambry, c'est clair, ils veulent en ce moment, ils ont une énergie incroyable. Tout le monde est au bon endroit, au bon moment, ils sont heureux d'être là. Les gars, ils sont tous euphoriques. J'ai vu un Fermentero là, qui est vraiment, vraiment pas mal du tout. J'ai vu un Johnny Knebulaire en feu. Et j'ai vu son père qui était content d'ailleurs. 2 buts. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est un bon exemple Knebulaire parce que c'est vraiment un gars, justement, quand tout d'un coup ça va très bien, il peut aller très haut au niveau de son niveau de jeu. Et je pense que c'est valable pour toute l'équipe. Et puis en plus, ben voilà, quoi, ils jouent à la maison. Moi, je pense que même contre Davos ce soir, ils joueront à la maison. Au niveau de l'ambiance, ça va être un truc de fou. Mais je vois vraiment les Tchèques très forts. C'est l'impression que ça m'a donné. Et alors, je vous dis même pas quand il y a Kovar, c'est The Wall, quoi. Franchement, il a donné la même impression que l'année passée en play-off contre Fribourg où il était vraiment serein, quoi. Vraiment, moi j'ai trouvé Kovar très fort. Et attention, l'autre gardien est très fort aussi. Les deux sont forts. Ok, bah juste maintenant on va parler un petit peu d'Ambry, juste faire un petit tour de l'effectif, mais pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, dans les buts, bah ta compte c'est Juvonen, donc ça c'est toujours très bon, mais après en défense, le top 4 c'est Sarjärvi, Virtanen, Id et Buren. Attention quand même, c'est quand même solide. Et après, tu as 4 ou 5 joueurs qui ont l'habitude de jouer en Liga pour 5 et 6. Et puis surtout, ce qui est impressionnant, c'est devant. Devant, Formanton, Knebulaire, Grassis, Lapik, Zverger, Macmillan, Egenberger qu'ils ont été chercher, Spacek, André Heim, Josh Zoris et Dario Burgler. Oui. Donc on a parlé en fait, on parle d'une équipe qui peut jouer les premiers rôles en championnat de Suisse si on se base sur ces noms-là. Exactement. Et là, je vais aller même plus loin dans mon analyse. Exact. Et Laurent, en transition, ça va à une vitesse. Je vais aller un peu plus loin dans mon analyse. Ils ont perdu Fora et ils vont perdre en défense Buren. S'ils arrivent à remplacer ces deux joueurs-là par deux bons joueurs suisses et améliorer un peu leur légion étrangère, avec les re-signatures et les arrivées, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on construit à Cloton, à Rapperswil, avec l'engouement, la nouvelle patinoire. Et là, ils vont être vraiment très très intéressants. Maintenant, il y a un gros travail à faire sur la défensive. Et c'est peut-être aller chercher encore un joueur suisse devant, parce que le marché suisse derrière, c'est difficile, pour trouver un gros défenseur derrière. Et puis là, tu commences à être très 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 solide du côté d'Ambry. Mais là, ils ont une équipe très très bien construite pour le tournoi. Oui, c'est vrai que Ambry sera peut-être le grand gagnant de ce tournoi. Ouais, pour le championnat de Suisse. Chose pas négligeable, ils n'ont pas perdu Knebulaire et fallait le faire. André Heim, je crois qu'il était très convoité. Et André Heim aussi. Exact. Donc ils ont signé Burgler. Donc et la différence quand il est là, c'est vrai.
Mais c'est vraiment derrière maintenant, il faut vraiment remplacer Fora et Buren pour avoir une équipe qui peut compétitionner dans le top 8. Et puis pourtant, Fora c'est pas mal. Hein. Mais un petit peu en dessous, c'est ça que vous voulez me dire. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que dans la Légion suisse, au niveau des défenseurs, à Ambry, tu as beaucoup de. Ouais, mais dites-moi qui est disponible et meilleur que Fora. Il n'y en a pas, justement. Ouais. Donc je pense que là, il va y avoir peut-être une réflexion pour aller chercher un deuxième défenseur étranger, et puis un troisième peut-être même, parce qu'il y a déjà le finlandais, puis Id, et puis essayer d'aller chercher des meilleurs joueurs suisses pour pouvoir avoir des gars qui performent au niveau du comptable devant, et puis avoir une meilleure stabilité derrière. Et au niveau du duo de gardiens, c'est pas mal. Ou on se contente de Kantz avec un autre Suisse et on ne garde pas Jovonen. Je ne sais pas quelle est la teneur de son contrat. Je pourrais plus vous dire, j'ai pas ça en tête, mais en tout cas, ça c'est des réflexions qui doivent mener, mais ça se construit pas mal. Et Egenberger qui va venir l'année prochaine et a fait un très bon début de tournoi avec Ambry. Bon, on vient de dire beaucoup de bonnes choses sur Ambry Piotta. Alors, bien sûr, il y a la Coupe Spengler. Alors, la question est de savoir, avec ce public aussi qui est extraordinaire, est-ce que Ambry peut gagner cette Coupe Spengler? Et puis, évidemment, surtout, quelles seront les répercussions de l'après-Coupe Spengler? Et moi, c'est surtout ça qui m'intéresse, parce que finalement, Ambry sera peut-être l'équipe de deuxième partie de saison s'il reste sur une lancée comme ça. Oui, c'est difficile à dire, mais c'est toujours compliqué après tant d'émotions et puis tant d'énergie déployée. Mais je vous rappelle l'année passée qu'ils se sont sauvés sur les. Il fallait réaliser un truc incroyable et ils l'ont fait pour aller en play-off. Oui, mais il n'y avait pas eu la Spengler, donc là, on verra la suite. Vas-y, Christian. Ouais. Là, il est sur la Lune, il y a le décalage. C'est ça. Non, je disais, c'est un peu comme la Coupe d'Europe. La Coupe Spengler, ça peut t'amener de l'énergie, mais tu peux le payer après. Mais pour finir avec ce que Laurent disait, moi je disais, finalement, Ambry, ils ont un peu le même problème que Bienne. Chaque année, ils se sont piqués un ou deux bons joueurs. Et à chaque fois, ils doivent se réinventer. Et moi, typiquement, il parlait de défense. Moi, je verrais bien un gars comme Valentin Pilet atterrir à Ambry l'année prochaine. Avec une année d'expérience dans les pattes et avec la force qu'ils ont pour développer les jeunes du côté d'Ambry à Tchereda, ça pourrait être quelque chose qui leur conviendrait. Sauf erreur, je crois qu'il a un contrat de 2 ans, ça a contrôlé, mais il me semble qu'il avait un contrat un peu plus long qu'une année. Dans le profil, je voulais dire. Dans le profil, il faudra, mais c'est surtout dans le profil, il faudra trouver des gars qui sont capables d'une bonne qualité de première passe et puis du temps de jeu qu'avaient Fora et Buren, quoi. Bon voilà messieurs, est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur cette Coupe Spengler ou on passe au championnat du monde junior également qui retient toute notre attention? Ouais, on va passer au championnat du monde junior. Donc on fait un rapide débrief sur l'équipe de Suisse. Donc une magnifique première victoire notée contre la Finlande 3-2. Victoire au penalty contre la Lettonie 3-2 et une défaite contre les USA 1-5 avec un petit peu d'indiscipline individuelle avec des pénalités qui ont coûté cher à l'équipe de Suisse. Actuellement 3e. Match décisif le 31 décembre hors en Suisse à 17h contre la Slovaquie. Donc vraiment très très important d'arriver à gagner ce match-là pour essayer d'accrocher cette 3e place, parce que la première et la 2e place ça sera compliqué. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Le powerplay, 5 powerplay, 0 goal, 0%. En boxplay 62,5, mais ils se sont fait un peu fesser hier par les Américains. Après les deux gardiens, Pache, Beglieri 88,10, Pache 88,24, ça pourrait être un peu mieux. Là, la très bonne surprise, mais on le savait, c'est Biechel qui joue en Suède à l'Escan. Il est de 2004, il lui reste encore une année, il peut refaire un championnat du monde encore. Il a 2 points plus 2, il a été exceptionnel contre la Finlande. Et en Biasca, 3 points plus 4, qui joue à Halifax, qui fait un bon tournoi. Et aussi très intéressant, Kaninoka qui est vraiment bien classé dans les engagements. Il gagne énormément d'engagements, 2 points, il a plus 3, il joue à Shawinigan. Donc j'ai trouvé cette équipe de Suisse au niveau de la culture tactique impressionnante, mais à 2 vitesses. C'est-à-dire qu'on voit vraiment les joueurs qui jouent à l'étranger, les joueurs qui jouent dans le championnat suisse. J'ai trouvé qu'ils avaient quand même cette capacité à garder un score, à bien jouer dans les zones sensibles. Et puis rajouter que
si on finit troisième, qu'on gagne contre la Slovaquie, on sera sans doute contre la Suède et le Canada. Le Canada qui a perdu contre la Tchéquie le premier match, donc qui potentiellement peut être deuxième. Donc voilà, c'est deux gros adversaires pour le quart, mais au moins on est qualifié pour les quarts, on est sauvé dans ce championnat du monde, dans le groupe A. Donc c'est déjà une très très bonne chose. Oui, Christian Bottier, évidemment, vous avez le nez complètement dans les grisons et sur cette Coupe Spengler, vous suivez un tout petit peu moins quand même ce mondial U20, les images, vous ne pouvez pas en voir beaucoup, mais rien qu'à la lecture des résultats, ça peut apporter un commentaire de votre part, non ? Ouais, et puis surtout, déjà, premièrement, moi ce que je trouve super, c'est que on a annoncé le Canada archi favori, et d'entrée les Tchèques gagnent, derrière les Slovaques battent les USA. Donc moi j'adore ces mondiaux, il y a des surprises parce qu'il n'y a rien de pire que ces championnats où les grands favoris gagnent tout le temps. Et c'est plus aussi simple de gagner. Moi je trouve ça très bien, et notamment pour les Tchèques, parce que ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas battu les Canadiens avec une équipe de méga stars, faut le dire. Avec Connors Bedard et compagnie. Et puis après, pour revenir sur la Bedard, Suisse, incroyable. j'aime beaucoup. Bédard, c'est 14 points. Il est plus 7 points dans un seul match. Ouais, 7 points sur le même match. 6 goals, 8 assists, 14 points en 3 matchs. C'est des standards d'une draft première ronde. Tu le sais mieux que moi, ça te fait pas toujours gagner. Des fois, c'est dangereux d'avoir autant de stars parce que voilà quoi. C'est pas, ça reste un jeu d'équipe. Et moi, ce que j'ai vu des images magnifiques. Des Slovaques qui ont battu les USA, ils faisaient une fête incroyable, la même chose pour les Tchèques. Et moi j'aime ces championnats du monde où il y a des surprises, d'autant plus qu'en plus c'est au Canada, donc évidemment ils ont une pression de fou là-bas. Mais pour revenir à la Suisse, moi ce que j'aime bien aussi c'est que on a parlé des gardiens, Pache c'est un gardien de petite taille, et moi des fois ça m'ennuie un peu de voir que finalement il n'y a que les grands gardiens qui soi-disant peuvent réussir. Et je pense que Laurent tu le sais mieux que moi, mais un gars comme Pache, c'est un gars qui a une bonne lecture de jeu, qui a fait une séance de penalty juste incroyable contre les Finlandais, sauf erreur, si je ne me trompe pas. Et ça aussi, je suis content parce que on n'arrête pas de dire que ça va être compliqué avec les gardiens. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se mettent en évidence, qui sont partis se mettre en danger, et c'est payant, je trouve ça bien. Et puis après, la Suisse n'a pas de grands attaquants, mais ils ont un bon système défensif. Et puis avec un Bixel, effectivement, un patron qui... Alors ça, je voulais dire. Une équipe très défensive. Le grand attaquant est remplacé par un Liam Bixel qui est incroyable. Je pense qu'il est vraiment un ton au-dessus de tout le monde. Oui, et là où il est très étonnant, c'est qu'il est très adroit en fait. On a l'impression qu'il est déjà dans les duels, il est au-dessus, on voit sa taille, mais il est, par exemple, ce qu'il fait en prolongation contre la Finlande, il drive le net, et puis à la vitesse de patinage, il arrive à déjouer son adversaire en vitesse, en puissance. Ça arrive pas, ça va dans le coin, il la garde, il la protège, et puis il la décale. Puis Biaskia qui marque le goal décisif. Donc non, vraiment, ça ne m'étonne pas qu'il soit très bien classé dans la draft. Et puis c'est un gars qui a été un petit peu écarté des radars, qui est parti en Suède, et puis qui a réussi à performer. Il n'était pas content de ne pas avoir sa chance à Bienne, en fait. Ouais, il n'était pas content d'avoir sa chance à Bienne, et puis il est parti là. C'est un peu le même. Il est dans l'écurie du joueur qui joue à Lausanne, le défenseur. Et puis son papa, qui s'est beaucoup occupé de lui, d'ailleurs. Son papa, il est l'agent de Ria. Je cherche le nom, Christian. L'agent de Ria. Vas-y, Christian. Holdener, et du coup il a un peu le même parcours que Pilet, il était parti dans le même club, etc. Et du coup là il montre au niveau international qu'il est très très bon, donc il va intéresser des équipes de NHL dans la draft, et ça c'est sûr. Et puis il est de 2004, hein. La plupart des joueurs sont de 2003, lui il est de 2004, donc c'est une bonne augure pour le hockey suisse. Moi, il me fait un peu penser aux défenseurs suisses des New Jersey. J'ai un blanc avec Nico. Non, Yannis Moser. Ah ouais, je crois que tu voulais dire Yannis Moser, ouais. Parce que moi, il me fait dans le style. Non, de Sigenthaler, par rapport à son volume, son gabarit et puis son jeu défensif, justement. Okay.
Oui, c'est vrai que. Très précoce aussi d'ailleurs. Oui. Ben voilà le bon exemple du joueur qui s'est épanoui dans un championnat étranger. Et c'est vrai qu'on lui a très vite fait confiance. Il était entouré par de très bons gars. Et c'est sans doute peut-être aujourd'hui le meilleur espoir suisse pour les prochaines années. Et puis ce qu'on remarque, c'est qu'il a maintenant sa formation nordique. Et on voit que dans le jeu avec ou sans puck, il sait toujours s'il faut être défensif ou offensif. C'est la grande qualité des Finlandais et des Suédois. Et ils lui ont amené ça. Et comme en plus il va se développer parce qu'il est un peu long. Il filiforme, hein, il est long et je pense que quand il va s'épaissir et qu'il va prendre de la puissance, il va être très très bon et il a vraiment le profil d'un joueur qui peut percer sur des petites patinoires à NHL. En tout cas, il répond de la plus belle des façons à la Fédération suisse qui avait décidé de ne pas sélectionner parce qu'il avait décidé de prendre un peu de repos et la Fédération suisse n'avait pas trop aimé. On s'en souvient, c'est ce qui s'était passé l'an passé. On en avait parlé, hein. Mais on peut lui donner raison finalement au joueur ou pas? Mais alors justement, ce que je trouve remarquable chez lui, c'est que entre guillemets, à un moment donné, il a un peu eu la grande gueule, comme on dit, mais il assume le gars, parce que ça veut dire on m'a pas donné le temps de jeu, il est parti se mettre en danger à l'extérieur. Et moi, ça me fait un peu penser aussi à un gars comme Kevin Fiala à un moment donné, quand il est parti. C'est des gars qui ont du caractère, mais le problème, c'est que souvent ils se mettent eux-mêmes une grosse pression et après il faut assumer. Et là, ce qu'il est en train de faire aux juniors, c'est remarquable. Et puis ça peut lui ouvrir des portes avec des scouts en NHL, hein, avec son gabarit. Clairement, et je pense qu'il est là-dessus. Donc je pense bien que. Mais il est dans la draft, dans la draft, il est bien classé. Donc, voilà, c'est ça. Il nous reste une petite quinzaine de minutes. Oui. Peut-être encore un dernier mot sur ce championnat du monde junior. Tout le monde voyait avant le début de la compétition une finale Canada-États-Unis. Ça sera Canada contre, peut-être pas les États-Unis. Ouais, moi je les ai trouvés bons quand même. Hein. Je les ai trouvés vraiment. Et les scores sont pas très spectaculaires. Non, c'est pas très spectaculaire, mais c'est quand même. Ils ont le tout premier trio, c'est 3 joueurs de la première ronde de draft, donc à ce niveau-là de la compétition, c'est quand même impressionnant. Non, c'est possible. On verra. Je pense que les Suédois jouent très très bien aussi, donc on verra. Et puis on espère une surprise sur un match de quart de finale avec notre petite équipe de Suisse. Les Suédois battus par l'équipe de Suisse d'ailleurs en préparation. Exactement, mais là, pour parler du coaching staff, ils ont fait une équipe défensive qu'ils assument, mais elle est très bien construite et tout le monde fait son rôle à merveille. Et quand on sort un petit peu des standards, comme l'a dit Biasca hier dans son interview, où on prend des mauvaises pénalités, tout de suite on est sanctionné. Mais par contre, ça peut même contre les grosses nations avoir des résultats. Et on a parlé du championnat junior élite en Suisse, on voit que c'est quand même les 12 joueurs qui jouent à l'étranger qui performent beaucoup. Puis après les joueurs suisses qui sont des suiveurs. Donc c'est quand même très important pour la nation que les joueurs s'expatrient à l'étranger et se développent. D'accord. Allez, nous sommes toujours donc à Nyon, nous sommes aux têtes de course, le Bike and Coffee, et on va aborder le dernier chapitre de cette émission. Allez, on passe au divers, quoi. Finalement. Ouais, on passe au divers. Match de suspension, donc Cadonneau 4 matchs et 3 matchs, Abdelkader 2 matchs. Donc je vais revenir là-dessus parce que ça a beaucoup polémiqué. Je lis un petit peu les réseaux sociaux. Cadonneau, c'est 2 matchs et 2 matchs pour récidive. Et quand on voit la charge de Cadonneau, la charge d'Abdelkader, je trouve qu'il y a une similitude un petit peu dans la gravité. Et je crois que 4 matchs, en fait, finalement, 2 plus 2, c'est logique. Abdelkader, 2 matchs, c'est logique aussi. Ces catchs, les gens s'offusquent un peu de ces pénalités. Il n'en a pas pris beaucoup. C'est pas un joueur méchant. Mais en fait, si on lit le règlement, c'est la gravité. C'est la gravité. C'est-à-dire qu'il s'élève, il saute un petit peu, il touche le visage, open ice. Ces 3 matchs, pour une fois, il y a de la cohérence dans le juge unique, dans la décision, et on va les féliciter parce que quand on voit qu'il avait pris aussi beaucoup de matchs sur Bikoff, je cherche le nom, Barofner, il y a une logique un petit peu dans les sanctions et c'était pas tout le temps le cas. Donc pour une fois, on peut dire que ça reste relativement correct ce qui a été jugé. Bien, il fallait le dire. Point 2 des divers. Point 2, Lausanne Hockey Club. Donc, Panic qui veut pas qu'on ne veut pas conserver, et puis Kennins qu'on envoie à Sierre. On écoute beaucoup le premier bloc. J'ai beaucoup pensé à vous quand j'ai vu arriver le communiqué concernant Kennins. Mais en fait, ce qui me rend dingue, c'est que
les décisions sont bonnes. Oui. Mais elles sont bonnes. Mais elles sont bonnes, mais elles sont toujours, comme disait Kevin Ryan, l'ancien scout de Lausanne, quand il parlait de John Fuss, il vous dit un truc le lundi, le mercredi c'est autre chose et ça finit le vendredi avec une troisième solution. Et c'est un petit peu ça, c'est que moi on cache l'absence d'arbre dans la forêt là. C'est-à-dire que à chaque fois on prend des décisions. Et on prend des décisions toujours après quelque chose de négatif. C'est-à-dire que là, ok, on a perdu contre Ajoie à domicile, on masque la forêt, on envoie Kennins, alors qu'on sait très bien qu'il fallait le faire. Et en fait, mais avant, et en fait, on prend toujours des décisions. Et si on regarde le parcours de John Foust depuis plusieurs saisons à Lausanne, il est exceptionnel ce gars. Il est exceptionnel dans l'intelligence, dans le fait de conserver son poste par rapport au timing de ses décisions. Moi, je le trouve. Il n'était pas agent secret pour rien. Hein. Mais c'est sans doute ça. C'est ce que je me suis dit. Il a une formation d'agent secret et il arrive à. Et là, quand on lit un petit peu les commentaires ou quand je parle avec des supporters, c'est magnifique ce qu'il fait. On met tout sur le dos de Bovoda, etc. Et c'est incroyable. Et bonne nouvelle pour Lausanne Hockey Club. Ça, vous ne l'avez pas, ce scoop. Hein. Bobby Delas, alias Arkantas Aralambous, a signé à VC Ottawa. Donc c'est des U16 et U18. Et ce qui est là où c'est très VC Ottawa. Ouais, VC Ottawa. VC Ottawa. Ouais, je crois que c'est Ottawa. Ah non, à Laval, pardon. VC, à Laval. VC Laval. Et en fait, c'est des U16 et des U18 qui jouent en AAA. Et il est dans le groupe d'entraîneurs. Et ce qui est fantastique, c'est que dans le communiqué de presse, on annonce qu'il a une grande carrière d'entraîneur en Europe, notamment avec McTavish. Et quand il est venu là, il n'avait pas entraîné depuis 20 ans. Il repart là-bas on sait qu'il a été très proche de Svoboda, donc il a eu ce poste-là. Il obtient un poste au Canada. Ils sont fantastiques. Et pourtant, à Laval, on connaît bien le hockey parce qu'il y a les Titans de Laval et ça, c'est quand même du sérieux. Alors, on va essayer Laval. Oui, là, c'est dans la formation. Ouais, j'ai vu cette info parce que je suis sur leur site, là, je vais regarder souvent et il a été engagé ce matin. Donc, ça enlève quand même un salaire. Bien sûr. De tête, je crois qu'il avait encore un contrat en cours. Donc, ça enlève un petit peu d'argent pour Lausanne Hockey Club. Un petit commentaire, Christian ? Non. Ouais, alors moi juste pour revenir par rapport à Kennins, je pense que de toute façon il devenait tellement toxique pour le vestiaire qu'il fallait faire quelque chose parce que on sait qu'il y a eu des problèmes, il a voulu se battre avec ses coéquipiers. Enfin, quand ça va pas. Mais le problème aussi c'est pas un geste de génie, en fait c'est juste de la quantité. Et puis je pense que peut-être que c'est un des premiers actes de Ward. Parce que je pense qu'il a dû se rendre compte à quel point c'était compliqué d'avoir un joueur qui prend autant de place et qui amène aussi peu, et puis avec une mentalité aussi lourde. Et j'espère juste que ça donne de la place à des gars comme Maillard, enfin que ça ouvre les portes, qu'ils aient le courage de mettre des jeunes, parce que à moins d'être complètement aveugle, il y a quand même beaucoup de jeunes qui jouent dans ce championnat, malgré tout, et puis que c'est pas un manque de talent. Donc est-ce que ça va amener un peu de fraîcheur, j'en sais rien, mais en tout cas c'est vrai dans ce que Laurent dit, ce que je trouve incroyable, c'est que il y en a qui pensent encore qu'il y en a un directeur sportif exceptionnel qui prend des décisions fantastiques. Et puis, mais moi j'ai une question vraiment qui me taraude depuis des mois. C'est on va parler quand de hockey en fait ? C'est quand qu'on va parler du contenu ? C'est quand qu'on va parler ? C'est quand qu'on va ? De la distraction. Non, mais c'est quand qu'on va parler du management du puck ? Quand vous voyez jouer les équipes comme Davos, quand vous voyez la Spengler, quand vous voyez jouer Lausanne, quand ils ont le puck, c'est pipi pourra. C'est quand qu'on va parler de la zone neutre, la transition ? C'est quand qu'on va parler du système défensif ? C'est quand qu'on va parler du powerplay ? Comment on joue en powerplay ? On joue en parapluie ? On joue en carré ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi ? Moi, si je me mets un peu à la place du supporter lausannois, j'imagine, je vais vous dire en tant que supporter, je veux dire, on va finir cette saison tant bien que mal et puis on va essayer d'être meilleur la saison prochaine. En tant que supporter lausannois, on apprend à devenir patient. D'accord Philippe, mais on parle de budget ou pas ? On parle de budget ? Non, mais à un moment donné, le propriétaire, il est gentil. Ah, mais c'est un gentil monsieur. Il a raison. Il faut lui faire une statue à Lausanne. Parce que mettre autant d'argent avec. C'est ça, on noie le poisson tout le temps. Et moi, j'aimerais qu'on me parle de hockey en fait. J'aimerais qu'on me dise voilà, nous, dans le prochain mois, on va améliorer ça, ça et ça. Et pas faire de la communication, le process. Moi, j'en ai marre du process. Tiens, entre parenthèses, il en a fallu de l'argent à Zurich pour. On va changer de sujet rapidement parce que on arrive gentiment au bout de l'émission. On va arriver à un truc essentiel. Alors, essentiel, Christian. Non, c'est très intéressant ce que Laurent dit, parce que quelque part, c'est exactement ce qui s'est passé à un moment donné avec Domenech et Lizarazu,
qui en direct lui a demandé de parler de foot, ben voilà, mais c'est le même principe, tactique, jeu, il n'y avait rien, et noyer le poisson, ben c'est ce qui se passe à Lausanne, et ce qui est juste dommage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte, et finalement, même encore maintenant, on devrait parler de Ward maintenant, puisque maintenant il est là pour entraîner, il a eu son temps pour mettre des choses en place, et il n'y a rien, on n'en parle pas, voilà. C'est vrai. Alors je disais donc les moyens pour se séparer de Grunborg avant la fin de la saison et engager le duo Crawford-Robson, c'est que il y avait urgence à Zurich, je pense. Je pense pas qu'il y avait urgence. Moi je pense que oui. Je pense regardez l'état d'esprit de l'équipe, regardez les derniers matchs. Ils ont bien fait. Peut-être ils ont bien fait, mais par contre le profil entraîneur de renom gagné avec Zurich. Après moi ce qui me dérange toujours c'est de faire du neuf avec du réchauffé. Du réchauffé et puis surtout avec le hockey moderne, et on parle beaucoup de ça dans la mentalité, la communication des coachs. On est un petit peu dans des affaires un peu troubles quand même quand on lit les interviews d'anciens joueurs qu'il y a eu Crawford, etc. Donc c'est là où j'aurais voulu un nom pas forcément très très connu, mais un mec avec une identité un peu comme Enloun à Rapperswil et qui crée quelque chose, qui recrée quelque chose à Zurich. C'est vrai que la Suisse est un petit peu comme en Allemagne, même quand même plus qu'en Allemagne, c'est qu'on est un petit peu maintenant le territoire réservé des anciens coachs de NHL qui ont fait leur carrière mais pourquoi qui restent quand même en haut niveau mais sans avoir la même pression. C'est un peu ça. Bah oui, mais pourquoi ? Parce qu'on paye bien. Parce qu'on paye bien, parce que la qualité de vie. C'est quoi ? C'est 500 000 un entraîneur de. Ouais, je pense qu'on est à plus là. Moi j'ai à l'époque, les entraîneurs étaient nettement moins payés que les joueurs. Ça change maintenant ? Ouais, moi je pense que oui. Moi je verrais bien avec les avantages en nature aux alentours de 700, moi. Des gars comme ça pour les faire venir. Et ensuite, parce qu'il y a les collages, enfin suivant votre situation familiale, la maison, les voitures, etc. Et ce que je rajouterais, c'est que par rapport au profil du gars, j'aurais voulu qu'on prenne un peu des risques là. J'aurais voulu qu'on prenne un peu des risques et puis que ça soit un petit peu comme a fait Berne. Berne, c'est un gros mais risque. Voilà, mais Laurent, il y a des gens qui cherchent à se protéger pour pouvoir dire regardez, j'ai amené quelqu'un qui avait un palmarès. Et finalement, il sert pas le club, il se sert lui. C'est ce qu'on dit à chaque fois, Laurent. Voilà. Bon, enfin bref, c'est fait. Et puis ça s'est fait aussi parce que Grunborg a annoncé son départ. Il a fait un mini caprice, parce qu'il n'a pas été signé tout de suite. Il a voulu prendre ses aises et puis signer ailleurs. Et puis ça a été annoncé rapidement. Donc du coup, ça a précipité son licenciement. Bon, voilà, ça c'était pour le cas zurichois. Il y a encore 2-3 autres points divers. Deux choses très, très, très rapides. Tom Ernest, on est très très déçus qu'ils partent. Greg Beau a fait un papier là-dessus en disant que voilà, c'était le départ. Après, pour être complètement sincère avec notre consultant Chris Rivera, on avait eu l'info au mois de novembre en sachant qu'il avait déjà signé à Frölunda en novembre. Donnez-la cette info. Mais on attendait que le club le dise, mais on le savait. En fait, c'est un agent et un scout très très connu qui nous avait rapporté l'information lors d'un match à Genève. Maintenant, j'espère qu'il va bien finir la saison. Vivement que Vatanen revienne pour pouvoir lui permettre d'avoir un peu plus d'espace et puis qu'il finisse avec quelque chose de bien avec Genève. Mais on est quand même très très triste de son départ et il va beaucoup nous manquer. Ensuite, finir avec Connor Hughes. Alors là, c'est quand même un petit peu hallucinant ce qui se passe parce que j'ai quand même lu les déclarations de Christian Dubé en disant qu'il n'était pas au courant de sa venue avec la Team Canada. Ensuite, je lis une interview ce matin de Connor Hughes qui annonce qu'il va peut-être prendre 2-3 jours de congé parce qu'il est après cette période, mais qu'il est juste en contact avec David Abicher et puis qu'il va appeler David Abicher pour lui en parler. Donc je pense que le retour de Connor Hughes à Fribourg va être compliqué et je pense que du côté du coaching staff, on souhaite vite le retour de Berra parce que là, je pense que c'est un peu compliqué dans la relation entre le coaching staff et Connor Hughes. Moi, j'ai encore un dernier point. Je l'avais gardé sur la fin parce que vous êtes aussi un peu concerné, vous le connaissez un petit peu. C'est un petit scoop qui a été lancé par Grégory Beau, puisqu'on en parle dans le Blick d'aujourd'hui. Genève Servette a signé Johan Ovitu. Oui, c'est fort probable. Alors, vous connaissez la relation. Le club n'a pas confirmé, mais
il a l'air sûr de son info jusqu'à la fin de la saison. Alors, on revient un petit peu aux problématiques comme le joueur qui a été signé de KHL, là, qui a été signé à Zug. Lui, il était en KHL. En Finlande et en Suède, vous n'avez pas le droit. En Suisse, on prend le luxe de le faire. Il a plus de contrat. Johanna Vitu, défenseur offensif, l'un des meilleurs défenseurs dans le championnat finlandais pendant plusieurs saisons, est très proche de Kim, de Jorik Trey. Il est entraîneur assistant de l'équipe nationale et ils ont travaillé ensemble, donc ils se connaissent très très bien. Donc c'est une forte probabilité. C'est un défenseur qui est intéressant. C'est pas du niveau de Vatanen et de Tom Ernest, mais ça peut permettre. Et puis en termes de budget, ça coûte beaucoup moins cher que les champions du monde. Donc c'est une forte probabilité. Il cherche un club depuis un long moment. On en avait parlé. On avait parlé de Vito ici dans l'émission. Donc c'est fort probable que ça arrive. Mais c'est un des leaders de l'équipe de France quand il est en équipe de France. Oui, c'est le top, c'est le numéro 1 de l'équipe nationale. Oui, Christian. Ouais, en fait, c'est surtout que il faudrait juste que ça soit un peu épargné par les blessures. Parce que Vito a joué en NHL entre nous. Il a joué à sauf erreur je sais qu'il a joué en NHL. Oui, il a joué en NHL, mais après il a été poursuivi un peu par les blessures. Il a joué en NHL après ces 2 saisons. Donc, il a été le meilleur défenseur du championnat, meilleur défenseur du championnat finlandais. Puis après, il a été recruté en NHL. Non, et puis bon, ça va dans la philosophie des autres joueurs du club et ça a un sens. C'est un bon garçon, il a un bon état d'esprit. C'est le cousin éloigné des Bougros, un qui joue à Sierre et un qui joue à Cloton. Donc il connaît le championnat suisse par rapport à sa famille. Alors par rapport à cette information, évidemment, il y a eu déjà quelques premières remarques qui disent que la morale en Suisse n'est pas tout à fait la même qu'en Finlande, par exemple, parce que Vitu se serait bien vu retourner en Finlande, mais on sait que les joueurs qui ont évolué en KHL cette saison ne peuvent pas évoluer en Finlande en raison de la guerre en Ukraine et des représailles qu'il y a contre ces joueurs-là. En Suisse, on reçoit donc Adam Almqvist à Zug, et maintenant Johanna Vitu. On n'a pas tout à fait la même approche des choses, on va dire ça comme ça, quoi. On mélange pas les choses. Virtanen, Formanton, exactement. Crawford avec le lourd passé, avec les histoires qu'il y a eu là-bas. Voilà, ça c'est des décisions de dirigeants de club. Nous, il n'y a pas d'entente et puis d'agreement gentleman entre les clubs, mais c'est vrai que en termes d'image, c'est pas terrible. L'arrivée aussi d'Ovitus, ça veut dire que finalement on compte pas trop sur Vatanen pour la fin de la saison. Ouais, moi je pense que c'est pour lui laisser du temps, peut-être faire un match sur 2 quand il va revenir de sa blessure, lui laisser du temps pour récupérer, et peut-être que la blessure ne se soigne pas bien. On ne sait pas puis aussi Artikainen, on ne sait pas trop où il en est au niveau de sa blessure. Exactement, il y a eu cette blessure et ça, il n'y a pas de communication là-dessus. Ça m'inquiète beaucoup. Et puis l'absence aussi en termes de niveau sur l'ensemble des matchs de Tom Ernest, c'est moins bon en ce moment. Peut-être qu'il est un peu fatigué, on va peut-être faire des rocades. Donc je pense qu'ils ont beaucoup économisé en étant 5 étrangers, Vatanen à l'assurance, donc ça permet de tirer un budget. Et puis Vitu n'avait pas de club, donc je pense pas qu'il a demandé énormément. Bon messieurs, on arrive, et pour une fois on sera plus ou moins à l'heure. On va arriver au terme de cette émission. C'était la dernière de l'année, donc on termine en beauté. Okay. Merci en tout cas d'avoir participé à ce premier bloc. Allez, un dernier commentaire, Christian Ponty à Davos, qu'est-ce qu'on va vous souhaiter pour 2023 ? Alors moi ce que je fais déjà, c'est une finale de la Coupe Spengler avec un vainqueur suisse. Ouais, ça c'est sûr. Alors là c'est assez compliqué. Je suis un peu en cours alternatif. Donc, heureusement que je te connais bien, Laurent, parce que la moitié des trucs je devine ce que tu vas dire. Mais j'avoue, c'est un peu du mort. Mais en fait c'était une bonne expérience. Non, je voulais juste dire que j'espère juste pour la Coupe Spengler qu'il y ait un vainqueur suisse, ça ferait plaisir, parce qu'il y a une terrible ambiance. Et puis cette pause de Covid a été tellement mortelle que les gens vraiment, il y a une fête incroyable et vraiment, je pense que les années prochaines, il faut qu'on fasse une émission ici. Et l'autre chose, la bonne nouvelle aussi, j'ai vu qu'en théorie... On fera le tournoi en direct d'ici là. Petit message. Et l'autre chose, je voulais juste dire, par rapport à la Coupe Spengler, ils ont annoncé que normalement, l'année prochaine, l'invité, ça serait Langnau. Ouais. Et je pense que Langnau,
pour l'ambiance, ça serait terrible aussi. Ah, ils ont des supporters qui se déplacent alors. Bien sûr. Et ouais, bah alors moi, j'ai rajouté évidemment Et puis amener un petit à la Spengler, c'est sympa. Franchement, amener un. Bah, c'est ce qui s'est passé avec Ambry, qui était un petit. On a vu ce que ça a donné. Oui, c'est ça. Mais bon. Ouais, qui est petit. En ce moment, ils sont en train de grandir. Ils ont les ailes qui poussent là. Mais l'année passée, c'était moins évident. Donc rajouter ce qu'a dit Christian, bah évidemment un vainqueur suisse pour la Spengler. Et puis en 2023, ce que je souhaite, c'est que pour une fois, il y ait les clubs romans qui se comportent bien, qu'on parle en positif, et surtout qu'il y ait un club roman qui gagne le championnat. Ça me ferait tellement plaisir. Ouais. Bah voilà. Et sans parti pris, un des 4 nous conviendrait très bien. Un des 5. Un des 5. Ouais, enfin, il y en a 4 potentiellement qui pourraient peut-être le faire. Exactement. 5e, ça va être compliqué. Attendez. Oui, on sait jamais. Vauclair, il est sur une série de victoires. Il gagne tous ses matchs et puis il finit 3e. Hein. Ouais. Ben moi, ce que je vous souhaite, Laurent, là, c'est le petit joke interne, c'est que quand vous avez repris la compétition et que vous allez sans doute participer à des mondiaux seniors, crosse à la main, eh bien, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2023. Merci beaucoup. Voilà. Une petite médaille, ce serait sympa. Voilà, moi je me souhaite, c'est du très court terme, moi je me souhaite d'être en forme ce dimanche sur le plateau des Léman Bleus, puisqu'on se retrouve à l'occasion du match entre Zurich et Bienne. Alors justement, on a un super match avec un duel de coach, un nouvel duel de coach entre Zurich et Bienne. Les gardiens, on va en parler durant l'émission, mais les 2 gardiens titulaires, Sateri et Roubec qui étaient blessés, on va voir là s'ils sont de retour. Et puis évidemment, c'est les 2 équipes qui ont le plus performé sur le mois de novembre et le mois de décembre. Donc un gros match du championnat, 1er janvier, une grande fête. Rendez-vous 19h30 avec un Philippe Ducarreau en costard cravate. Oui, c'est vrai. Ah oui, j'ai oublié la cravate. Bon, on verra ça. Un petit mot de Christian qui doit rajouter. Ouais. Moi, je voulais juste dire encore simplement, je souhaite longue vie au premier bloc parce que qu'est-ce qu'on s'éclate, c'est vraiment sympa. Et puis en plus, on fait ça dans un endroit hyper cool. On peut remercier aussi Philippe Nebuler. Exactement. Parce que vraiment, on est choyés, on est vraiment bien. Et puis parler d'une passion avec passion, des gens passionnés, qu'est-ce qu'on veut de plus? Ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, donc rediffusion de cette émission immédiatement à 20h. Et puis je vous rappelle. Bonne année à tout le monde. Oui, et on se retrouve, même si c'est les fêtes, on se retrouve la semaine prochaine, lundi. Les 2 premières émissions seront encore un peu spéciales puisque le Bike and Coffee, la tête de course est fermée. La semaine prochaine, on va quand même le dire, j'ai aussi le droit de prendre des vacances. Nous, on se retrouvera donc de toute façon, on vous donnera plus de détails à partir de lundi 20h. Merci de nous avoir suivis. C'était Christian Ponty, c'était Laurent Perroton et c'était Philippe Ducarreau. Et puis n'oubliez pas, messieurs, et il nous le prouve, Ponty en étant à Davos, le hockey sur glace c'est bien, mais le hockey sur place c'est mieux. Excellente fin de journée à toutes et à tous. À Davos. À bientôt. Bye bye.